TV. Vendée, passer plus de temps devant la Vendée. Des chênes, des noisetiers, un sol calcaire, un environnement idéal pour récolter le diamant noir qui sera ensuite vendu à pas moins de 500 € le kilo. La récolte de la truffe se pratique aussi dans le sud Vendée pendant encore quelques semaines. Christian Véco fut l'un des premiers à récolter ce précieux mets dans le département. Il sera notre invité tout à l'heure. Et puis autre invité, Jacques Ligoureau, chantre du nouveau réalisme figuratif. Ce peintre expose jusqu'à samedi à Chaland. Inspiré par le littoral atlantique, mais aussi par ses voyages dans des contrées plus lointaines, il affectionne les peintures à l'huile, mais aussi la céramique. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grande émission ce jeudi avec un chef cuisinier qui se sent bien seul aujourd'hui sur le plateau puisqu'il est tout seul, Nicolas Boucher. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Le chef du restaurant Le Balatin à l'Aiguillon-sur-Vie qui a rouvert la semaine dernière. Voilà. Les affaires ont repris bien. Oui. Oui, ça va. Tranquillement, comme un roulement d'hiver. Voilà, très bien. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un mets qui... Alors ça parfume tout le plateau. Hein. Oui. C'est de la bonne qualité sans doute. Voilà, donc petite chronique sur la vanille aujourd'hui. Voilà. D'accord. Oui. Son origine et puis la façon de la préparer dans quelques recettes. Tout à fait. Je vous le disais tout à l'heure, Christian Véco nous rejoindra. Il est donc truffiliculteur, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Il récolte la truffe à ce moment à Nallier, dans le sud Vendée. C'est en pleine récolte. Il sera notre invité tout à l'heure. Tout d'abord, Jacques Ligoureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc peintre. Vous exposez jusqu'à samedi à l'Office du tourisme de Pays de Chaland. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un accueil très chaleureux d'ailleurs des collaborateurs de cet office, Madame Couteau-Pivoteau et puis sa collaboratrice, qui font tout pour que les expositions donnent le maximum. Et j'ai voulu faire une exposition à deux facettes simplement. Ouais. Hein. Donc, la première facette, c'est les marines, et la deuxième facette, c'est les portraits. Bon, on va en parler un peu de vos inspirations justement. Je pensais que vous auriez votre médaille d'or que vous avez reçue l'année dernière du dévouement et du mérite. Non, effectivement. On n'est pas obligé de l'arborer tout le temps. Alors, j'ai reçu ces médailles. J'étais un peu surpris d'ailleurs. C'était en février de l'année dernière. Et je vais lire la phrase qu'ils m'ont dite au moment de cette remise. Qui vous a remis cette médaille? Alors, c'est le président de l'Académie du mérite et dévouement français. Et alors, en me disant, pour son action susceptible d'augmenter le prestige de la France dans le domaine des arts. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas mal. Mais par contre, j'aime bien. Hein. Ah oui, je comprends. Et cerise sur le gâteau, j'ai été médaillé en juin de l'Académie des arts, sciences et lettres. Et à l'hôtel intercontinental de Paris, donc avec une centaine d'autres artistes. C'est présidé par Hélène Carrère-D'Ancos, c'est ça? Présidé par Hélène Carrère-D'Ancos. Et donc, avec une centaine d'autres artistes qui viennent du monde entier, USA, Australie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez acquis une certaine notoriété aujourd'hui. Disons que ça a été une très bonne année. Bon, alors que vous êtes arrivé plutôt sur le tard dans la peinture, parce que vous avez travaillé d'abord, je crois, dans le nucléaire et dans l'espace, c'est ça? Voilà, c'est ça. Enfin, dans le domaine de l'espace. Même plus que ça, d'ailleurs, dans des domaines encore plus variés que ça. Ah oui, vous étiez ingénieur dans ce domaine? J'étais responsable d'un service de recherche, donc effectivement. Mais si vous voulez, ça, c'est le passé. Je me tourne vers l'avenir. J'espère qu'il y aura... Mais alors, quand vous travailliez à l'imparfait, IEZ, vous pensiez déjà à la peinture? Ah oui, j'ai toujours pensé à la peinture. Toujours. Mais vous n'aviez pas le temps? Non, malheureusement. Disons que les journées étaient très chargées et je voyageais également pour le travail, donc c'était vraiment pas évident. Et le week-end, vous n'aviez pas le temps, ou les vacances, vous vous consacrez à votre art? C'est vrai que si je m'étais forcé un peu, peut-être que... Ouais, mais vous n'aviez pas le cerveau disponible, on va dire. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais. Mais vous n'aviez pas tenté quelques essais? Même pas. Même pas? Même pas. C'est incroyable. Non. Et alors, du jour au lendemain, quand vous avez arrêté, vous avez pris le pinceau? Non, peut-être, oui, mais enfin bon, j'ai quand même pris quelques cours. Vous avez pris des cours, mais je veux dire le lendemain de votre... Ah oui, je m'inscrivais à des cours d'aquarelle, ça a duré 4 mois, parce que ça me plaisait pas. Alors vous avez fait à l'atelier du Louvre, c'est ça? Alors j'ai participé aux ateliers du Louvre, évidemment. C'est quoi ces ateliers du Louvre? Comment? Les ateliers du Louvre, c'est quoi? C'est les ateliers qui sont à l'intérieur du Louvre. D'accord, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. On suit quelques cours. Ensuite, le professeur nous emmène voir des tableaux dans le Louvre. Et on revient à l'atelier, ainsi de suite.
Bon, disons que c'est quand même un peu super. Enfin, je veux dire, c'est assez rapide. Hein, c'est pour ça que j'ai fait, à côté de ça, une école d'art. L'école d'art Claude Monet. Claude Monet. Hein. Donc, qui m'a évidemment mis les pieds à l'étrier. C'est-à-dire que vous pensiez que vous n'aviez pas les techniques suffisantes? Voilà, c'était surtout pour essayer de progresser assez rapidement au départ. Ouais. Mais bon... Qu'est-ce qui vous manquait, en fait, alors? La technique, hein, en fait, c'est tout bête. Les choses très simples, savoir s'il faut prendre un médium pour mélanger à sa peinture, comment poser un vernis. Donc c'est vraiment des choses basiques, mais qu'il faut connaître pour... Donc vous êtes parti sur l'aquarelle au départ? Oui, alors l'aquarelle... Pourquoi d'ailleurs 4 mois, mais ça m'a suffi. Ah oui. Alors après, j'ai attaqué autre chose encore. J'ai attaqué l'acrylique. Alors l'acrylique... ça me plaisait pas non plus, ça séchait beaucoup trop vite. Et comme j'aime bien revenir sur le sujet, je voyais que l'huile. Alors l'huile, je peux revenir sur le sujet, c'est-à-dire que même l'huile, le tableau non sec, je reviens dessus. Donc c'est beaucoup plus souple d'emploi. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir même fini une toile et repeindre par-dessus. Oui. Ah ouais. Donc vous mettez souvent la peinture sur le chevalet, quoi. Voilà, c'est ça. Et je suis un petit peu un perfectionniste. C'est ça. Mon travail le demandait avant, mais bon, là, j'applique ça à la peinture. Ah ouais. Alors, vous voyez, on voit d'ailleurs... On voit quelques toiles, On voit un tableau actuellement. Ce tableau-là, je suis en train de le refaire dans des très grandes dimensions parce que je compte le présenter au Salon des Indépendants au Grand Palais. Donc, mais ça sera... Bon, ça, c'était une esquisse. Hein. Ouais. Alors, là, on voit le littoral qui vous inspirait, mais alors vous êtes beaucoup inspiré par vos voyages. Vous avez dit que vous avez travaillé pendant votre... Vous avez voyagé dans le cadre de votre travail, et puis après, personnellement, j'imagine, à la retraite, vous avez été en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Galapagos, Bali, etc. C'est ça. Ça vous inspire? Ça m'inspire. Ça m'inspire, surtout quand je vois une personne intéressante, qui a un sourire, qui a des rides qui me plaisent. Les rides, c'est pas toujours nocif. Des fois, ça agrémente un visage. C'est plus les visages ou les paysages qui vous inspirent? Alors, c'est les deux. Hein. C'est les marines, dans la majorité des cas, c'est les marines et les portraits. Là, il y a une gueule. Hein, alors, celui-là, je l'ai chopé dans la Cordillère des Andes, dans un petit village de la Cordillère des Andes. Alors, vous avez pris une photo? J'ai pris une photo. Alors, c'est pas toujours le cas. Disons que je fais des croquis, des annotations, et je fais quelques photos personnelles. Parce que lorsqu'on voyage, naturellement, c'est jamais évident. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis d'ailleurs de peindre. Hein. C'est qu'au retour qu'on se sert de tous ces souvenirs, de tous ces notes pour pouvoir commencer. Vous travaillez parfois exclusivement à partir d'un souvenir? Et pas du tout d'une photo ou d'un croquis où il faut quand même une petite base? Si, il me faut une base quand même. Ouais. Hein. Si. Là, par exemple, celle-ci, c'était un... Bon, j'ai l'habitude de faire des sujets qui sont... de faire une peinture joyeuse. Hein. Ouais. Bon, là, c'est peut-être pas le cas. Mais bon, mais le sujet était intéressant. C'est d'une femme digne avec son bébé dans les bras. Que vous avez rencontré où? Aux Indes. Aux Indes? Oui. Ah oui, vous avez beaucoup voyagé, effectivement. Et donc, moi, si je ne peux pas faire une peinture joyeuse, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Il faut que je fasse des contrastes forts. Ouais. Je utilise beaucoup les ombres et les lumières que j'exagère. Et puis, surtout, une palette de couleurs vivifiantes. Ah, on le voit, ouais. Hein, et ce que je veux, c'est que la peinture, elle vive. Bon, vous n'allez pas voir mon tableau s'animer, mais si vous l'écoutez... Le personnage pourrait sortir du tableau, quoi. Voilà. Si vous l'écoutez, si vous rapprochez, vous pourrez l'entendre respirer. Oui, enfin, là, j'exagère. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Quand vous commencez le tableau, vous savez où vous allez? Oui, parce que je construis au départ, donc sur la toile. Alors, c'est des scènes que j'ai prises dans la vie courante. Hein. Alors, je vais utiliser une scène, je vais peut-être en utiliser une autre, je vais faire un mixage, je vais placer ces scènes dans des paysages peut-être différents. Je construis d'abord mon tableau, et ensuite, après, ça démarre. Ça démarre, et ça va, en règle générale, assez vite, dans une première ébauche, mais après, évidemment, je reviens. Là, il est passé, on ne la voit plus, là, mais une femme nébélée,
Là, je dois avouer que j'ai quand même hésité avant de la faire parce qu'avec toutes les perles qu'il y a là sur le... Oui, c'est du boulot. C'est du boulot. Mais pourquoi, alors que vous savez où vous allez dès le départ, que vous construisez votre peinture, pourquoi est-ce que vous revenez dessus alors finalement, une fois qu'elle est terminée parfois? Non, parce que je vais accentuer une lumière, une ombre, c'est ça hein, surtout. Ouais. Je regarde, je le laisse mûrir et puis ensuite je reprends la toile et je refais des modifications. Ça peut mûrir longtemps? Ah, ça peut mûrir longtemps, oui. Ah ouais? Oui, parce que on peut remettre un vernis à retoucher sur la peinture et ensuite on peut revenir dessus très longtemps après. Du moment qu'il n'y a pas eu de vernis définitif sur le tableau, il n'y a aucun problème. Hein. Très bien, on continuera à en parler tout à l'heure, on va parler de cuisine d'abord. Perfectionniste aussi, c'est des artistes les cuisiniers, les chefs aussi. Alors la vanille d'abord, son histoire un peu. Son histoire, la vanille, faut savoir que c'est une orchidée en fait, voilà. Ah d'accord. Qui est originaire du Mexique. Et donc c'est par la fécondation de 2 fleurs, mâle et femelle, qui est fécondée par l'homme en fait, hein, manuellement avec une petite épingle. Ah, ça n'a rien de naturel? Non. Ah d'accord. Voilà. Et c'est du Mexique, alors j'aurais jamais pensé que ça venait du Mexique. Ouais. Et donc, on parle souvent de la vanille Bourbon, en fait. Oui. Donc, l'appellation vanille Bourbon, c'est qu'elle est originaire soit de Madagascar, Réunion ou des Comores, en fait. D'accord. Voilà. Et il y a les autres types de vanille, c'est quoi, alors s'il y a pas bon. Il y en a un petit peu aux Antilles, les Antilles, quoi, Guadeloupe. Pour vous, c'est la Bourbon ou rien. Mais elle est de moins bonne qualité. Ouais. Celle-là, elle sent particulièrement fort. Oui. Là, c'est Madagascar, en fait. Madagascar. Moi, j'ai un petit fournisseur... là-bas, sur place? Qui me l'envoie. Ah oui, qui vous l'envoie? Oui. Mais ça se conserve très bien. Il faut dans des conditions. Ah oui, ça se conserve bien, oui. D'accord. Mais il faut dans des conditions pour que ça ne perde pas son parfum. Oui, voilà. Nous, en cuisine, on les met dans un sac sous vide, en fait, d'air. Voilà. Et je les reçois aussi dans un petit sac sous vide. Et quand on les achète, nous, par exemple, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde pour être sûr qu'elle est de bonne qualité? Pas qu'elle soit trop sèche? Oui, après, des fois, elles sont là, elle n'est pas très charnue, mais des fois, ça dépend. Parce que là, c'était la fin de la récolte, en fait. D'accord. Voilà. Et qu'elle soit bien charnue, pas trop sèche non plus. Si vous les voyez très fines, cassantes, c'est pas bon. Ça doit être là, comme là. C'est un peu huileux, voilà. D'accord. Oui. Donc voilà. Vous possédez plutôt la Bourbon, donc, d'accord. Oui. Bon, voilà. Après, moi, ça fait longtemps que j'utilise. Après, il y a aussi celle de Tahiti. Ah oui, là, c'est le top du top. Ah, c'est le top du top. C'est la plus chère. Ah oui, c'est la plus chère. Voilà. D'accord. Ah, oui. Un peu plus, j'allais l'oublier. Tahiti Ah non, du tout. Voilà. Là, c'est vrai, je ne savais pas ça. Ouais. Donc, après son élaboration, elle est échaudée à 65 degrés quelques minutes, en fait. D'accord. Parce qu'il faut savoir que... Oui, j'ai brûlé une étape, en fait. Ouais. Quand la fleur est fécondée, c'est ce qui donne le fruit, après. D'accord. Donc, à la base, elle est verte. Ça se récolte comme ça, dans cette longueur-là, mais vert? Oui, voilà. Donc, elle pousse petit à petit. Il y a plusieurs longueurs. Il y a un petit peu plus long aussi, suivant les qualités aussi, c'est pareil. D'accord. Et donc, elle est verte. Donc, elle est échaudée à 65 degrés quelques minutes. Donc, plongée dans l'eau chaude? Oui, voilà. Et c'est ce qui lui donne sa couleur? Ça change la couleur, oui. Après, elle est mise en étuve, donc moi j'ai vu 12 heures environ, quoi. Donc pour rester à chaleur. Et ensuite, elle est séchée au soleil. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Environ 2 mois, quoi. 2 mois? Ouais. Quand même. Voilà. D'accord. Et il faut 4 kilos de vanille brute pour en avoir 1 kilo une fois séché. Voilà. Ah oui, d'accord. Ce qui explique son prix. Son poids. C'est quoi? C'est combien une gousse de vanille de très bonne qualité, enfin de bonne qualité au kilo, c'est aux alentours de 80 € le kilo. Hein. Ah oui. Voilà, pour de la Bourbon. Tahiti, c'est 120, 100. Voilà. Oui. C'est comme la truffe, hein, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. La truffe, c'est plus cher. En même temps, une gousse de vanille, ça pèse pas lourd. Ouais, voilà. Bon. Après, voilà. C'est tout sur la gousse? C'est tout sur la gousse. Très bien. On va des recettes et des petites idées dans un instant. Ouais. Ce sera dans la deuxième partie de la grande émission. On va se retrouver juste avec notre invité également, Jacques Ligouraud. Et puis donc Christian Véco, producteur de truffes à Nallier dans le sud Vendée, va nous rejoindre également. À tout de suite. De
Retour sur le plateau de la grande émission avec Nicolas Boucher, le chef du restaurant Le Balata, qui dans un instant nous donnera quelques idées de recettes à partir de gousses de vanille, qui est très intéressé par l'invité qui vient de nous rejoindre sur le plateau à l'instant, Christian Véco, bonjour. Bonjour. On dit trufficulteur, c'est ça? Trufficulteur. Trufficulteur. Donc vous êtes un allié, oui. C'est la saison en ce moment, alors on est en pleine récolte? Là, on est en pleine récolte, ça va commencer à baisser au niveau quantité. Vous avez commencé quand, là? Début décembre. Ouais, début décembre. On a démarré début décembre et là maintenant, le gros avantage qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a la qualité, on est tip top là. Ah oui, elles sont bien? Là, elles sont bien marbrées. Donc jusqu'à fin février à peu près, c'est ça, vous allez récolter? Et on a la maturité, la marbrure, le goût. Ce qui est très très important pour les cuisiniers d'ailleurs. Il y a l'odeur aussi, parce que je peux dire que sur le plateau, ça embaume. Qui est assez impressionnant, qui enveloppe bien. Comment on appelle ça, la récolte de la truffe d'ailleurs? Alors, on appelle lorsqu'on va chercher des truffes, on appelle ça l'élevé de truffes, lorsqu'on a fait l'élevé. Et autrement, on cave les truffes, on les recherche dans le sol. On appelle ça le cavage. D'accord. Ouais. Très bien. Vous saviez ça, Nicolas? Non. Très bien. Nicolas va apprendre plein de choses aujourd'hui. Oui, c'est bien. Bon, on va continuer à parler avec vous dans un instant. Je voudrais qu'on continue aussi avec Jacques Ligourou. Alors, on dit que vous êtes un peintre c'est le nouveau réalisme figuratif. Ça veut dire quoi, ça? C'est une peinture, on ne se pose pas de questions, on sait tout de suite où on va. Bon, le nouveau, c'est peut-être un grand mot, mais disons que j'essaye de promouvoir ce genre de peinture parce que, en règle générale, on voit de plus en plus de peintures abstraites, mais on commence à délaisser un peu le figuratif. Je dis, il faut quand même relever le défi, quoi. Le réalisme et figuratif, c'est antinomique. Oui, si on veut. Bon, c'est soit c'est réaliste, soit c'est figuratif. Ouais. Mais bon, à vrai dire, vous ne montrez pas tout, effectivement, on voit, il y a un côté un peu... C'est légèrement voilé, quoi, en fait, un peu. Là, par exemple, sur le tableau qu'on vient de voir, là. Ah oui, alors là c'est pour un autre, c'est un autre sujet. Là, c'est le problème du droit à l'image. Hein. Là, on voit des gens qui sont de dos uniquement à cause de ça. Hein. D'accord. Mais là, vous voyez, sur ce tableau-là, j'ai pris des personnages que j'ai vus à Noirmoutier et je les ai placés dans ce contexte de cette plage qui se trouve du côté de Sion. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, je construis mon tableau avant de me lancer sur la toile. Hein. Après, avec la pointe du pinceau, je donne la vie en mettant des couleurs. Les couleurs, vous savez déjà au départ ce qu'elles vont être? Oui, où elles vont être? Oui, ça oui. D'accord. Ça oui. Et j'essaye justement, comme j'ai dit, il faut que la peinture elle soit vivante. Hein. J'essaye d'avoir des couleurs qui attirent l'œil. Hein. Là, on a un rouge, on a un bleu, et dans tous les tableaux qu'on va voir, là, on a donc des graffitis, ça s'appelle les graffitis sous la lumière. Hein. Donc c'est pareil, on retrouve des couleurs assez fortes. Ouais, ça vous aimez ça. Ça, c'est un phare qui se trouve où? Hein? C'est le phare de quel endroit? Ça, c'est du côté de la Palmyre, il me semble. D'accord. Il y a un tableau, je ne sais pas si on l'a, avec des rhinocéros, il me semble qu'on l'a. Donc on va pouvoir le voir, parce que vous avez donné un titre assez étonnant, qui est un hommage en fait. Déjeuner sur l'herbe. Oui, malheureusement, les pauvres, le déjeuner n'est pas très copieux. Mais enfin, non. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais vu en Afrique du Sud. Donc je dis, tiens, pourquoi ne pas faire un tableau là-dessus? Ça vous éloignait des visages, là, comme ça, d'un coup? Là, je me suis éloigné des visages, oui. Alors ça, on ne va pas le retrouver à l'exposition de Chaland. Hein. Ouais. Chaland, c'est vraiment les deux facettes, c'est-à-dire les marines et puis les portraits. D'accord. Hein. Donc le littoral vendéen, ça vous inspire? Le littoral atlantique en général, même? Oui, c'est sûr. Majoritairement, pardon, c'est le littoral vendéen. Hein. Bon, il y a quelques tableaux sur la Bretagne ou sur la Normandie, mais majoritairement, c'est la Vendée. Pourquoi est-ce qu'il est si inspirant, ce littoral? Parce que c'est là que je oui, mais pourquoi? Mais son décor, sa nature, son inspirant? Oui, c'est paisible, la mer n'est pas violente. Là c'est pareil, hein, c'est aussi la Vendée, ça. Ouais. Donc on retrouve, dans la majorité de mes tableaux, on retrouve des personnages. Hein. Ouais. Là, à Chaland, ils ont tous des personnages. Bon, c'est pas à 100%, mais c'est malgré tout le fil conducteur. Hein.
La proximité ou le bout du monde, vous préférez quoi dans j'aime bien le bout du monde quand même. Hein. Ouais. Donc là, j'ai fait des... Enfin, là, vous ne verrez pas les tableaux, j'ai fait beaucoup de choses sur les Galapagos, par exemple. Ouais. Et donc là c'est encore autre chose, là c'est l'Afrique. Hein. Donc toujours un personnage, il est là, il est en bleu. Il est en bleu et on a le fameux troupeau qui est conduit par ce berger. Ça vous plaît, Nicolas? Se passe au berger. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. Vous passez pas une journée sans peindre? Ah, si, parce que j'ai beaucoup d'autres... J'ai de la céramique, je fais de la céramique. Ouais, je vais en parler. Ouais. Je fais de l'informatique, je bricole. Donc vous pouvez vous passer quand même une journée de pinceau? Ah oui. Ah oui, non, mais je peux rester plusieurs jours, puis d'un seul coup, ça me prend. C'est spontané. C'est comme l'écrivain, quoi. Il a besoin de... Ou alors je vois une toile, tiens, il faut que je refasse quelque chose dessus. Donc je la récupère et puis là c'est la Chine, ça. Alors si vous voulez, là c'est ce qui m'a plu, c'est son sourire malicieux, hein, en fait. Hein. Ça c'est une photo que vous avez prise au départ. Ça c'est une photo que j'ai prise. Ouais. C'est une photo. Et la céramique en quoi c'est un complément pour vous à la peinture? Je voulais toucher la terre, en fait, toucher l'argile. Et puis, bon, mais malgré tout, je repars un petit peu en arrière parce que faire deux choses, c'est toujours difficile. Hein. Et il faut essayer de se recentrer sur une chose qu'on fasse bien. Donc, j'ai mis un peu de côté la céramique. Ah, d'accord. Et là, pour l'instant, je fais surtout beaucoup de tableaux. Et votre inspiration pour la céramique, c'était quoi? Ah bah là, c'est des personnages un peu bizarres, Plutôt des personnages. Oui, si vous voulez, je prends une boule de terre et puis je la façonne, ça me plaît pas, je refais ma boule de terre et puis ainsi de suite. Hein. Donc c'est pas quelque chose que là, contrairement à la peinture, c'est pas quelque chose que je prépare d'avance. Je prends ma boule de terre et ça vient ou ça vient pas. D'accord. Voilà. Vous disiez que vous ne peignez pas tous les jours, mais ça reste vital quand même pour vous? Oui, j'aime bien. Ouais. Vous ne pouvez pas vous en passer, quoi. Non. Qu'est-ce qui vous plaît au final dans cet art? De transcrire mes émotions, mes souvenirs sur la toile. Hein, là, vous voyez, là, on a une balinaise que j'avais trouvée... La pauvre, malheureusement, elle n'a pas de dents, mais elle reste digne. Elle a une serviette autour comme coiffe, elle a une serviette autour de la tête. Et elle était sur un trottoir à Bali, elle vendait des choses à manger. C'est vrai que la peinture, ça magnifie toujours les visages anciens. C'est vrai. Ouais. Mais dans la peinture de portrait, ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de faire des portraits d'enfants. Ouais. Parce que ça n'a pas de ride, il n'y a rien qui accroche au niveau des ombres, des lumières. Ouais. Et là, quand vous voyez un gourou comme ça, là, on a matière. Vive les rides. Hein? Vive les rides. Vive les rides. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Exactement. Bien, on va reparler de cuisine maintenant. Alors, Nicolas, d'abord, comment on ouvre cette fameuse bouse alors? Parce que ça, c'est toujours un peu... D'abord, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir, oui. Il faut l'ouvrir. Oui, même la faire tremper comme ça dans du lait, si elle n'est pas ouverte, ça ne sert à rien. Ça ne va pas diffuser suffisamment. Non, c'est gâcher le produit, en fait. Donc, il faut la... Mais c'est vrai que j'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, un jeune stagiaire cuisinier qui avait pratiqué un petit peu de cuisine. Il me l'a mis... Sans l'ouvrir. Sans l'ouvrir. Donc, il faut l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est assez simple. Avec un couteau, on l'ouvre comme ça, dans la longueur. Voilà. Ouais, très bien. Voilà. Et ensuite... C'est après que c'est un peu galère. Ah, vous faites carrément, vous la coupez en deux. Carrément, oui, voilà. Ah, oui, parce que là, ce qu'on voit bien... Et ce qu'il faut surtout, c'est... Voilà, il faut gratter avec le couteau, comme ça. Voilà. D'accord. Et c'est là aussi qu'elle doit pas être trop sèche, parce que les grains, ils sont... parce que là, on voit, c'est toujours un petit peu gras, un peu huileux, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça c'est pas bête. Ouais. C'est vrai que j'étais toujours bloqué à la technique d'avant, mais là j'ai compris la vôtre, effectivement. Oui, voilà. D'accord. Donc toute cette partie, moi donc pour ce qui est le sucré entre autres, pour faire des crèmes anglaises, riz au lait, le mieux c'est vous faites bouillir le lait
et avec la gousse de vanille, bien les grains dedans, bien mélangés avec un fouet, et laisser la nuit infuser dans un récipient, remettre au frais, quoi, si vous voulez, pour l'utiliser le lendemain. C'est l'idéal. Sinon, 1 heure avant, ou pour qu'il y ait une bonne infusion. Voilà. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est, si vous faites une mousse à vanille ou du riz au lait, des choses comme ça, c'est mieux de laisser infuser longtemps. Ou des smoules, c'est mieux. On laisse la gousse dedans toute la nuit. Oui, aussi. Moi, je la laisse. Après, je sais pas. Voilà. Donc quelques petites idées autrement. Quelques petites idées. Donc bon, tout ce qui est sucré, on connaît, c'est bien, voilà. Ça, et moi, en ce moment, j'utilise, je fais une purée de patates douces à la vanille. Ah bien. Voilà. Donc qui est assez simple. Je prends des patates douces, je les épluche, cuis en gros morceaux comme des pommes de terre dans l'eau, non salée en fait. Ah non salée. Non salée. Et ensuite, je mixe avec les graines de vanille dedans. Le mieux, c'est au blender en fait, mieux qu'au moulin ou au blender, et je monte au beurre demi-sel, voilà. Avec au moins 200 grammes de beurre, non? Oui. Sinon c'est pas drôle. La purée est bonne quand il y a pas de beurre. C'est ça. Vous dites monter au beurre, c'est-à-dire? Parce que je mixe bien d'abord la purée et on incorpore les petits morceaux dedans, et c'est vrai que ça émulsionne bien, le fait de monter. Et au blender, vous continuez avec le beurre dedans? Oui, avec le beurre dedans, oui. Ça va bien lisser et... Très bien. Bien mélanger les graines de la vanille. Pas mal. Voilà. Donc avec le sucre, le salé, il ne faut pas hésiter aussi. Oui. Je fais aussi une sauce à la vanille. Donc là, je fais infuser la vanille dans du fumet de poisson. Voilà. Ensuite, je fais réduire le fumet de poisson. Donc le fumet de poisson, c'est une base, c'est fait avec les arêtes de poisson, un peu d'oignons, carottes, garniture, quoi. Et vous mettez après de la vanille dedans? Voilà. Je fais réduire et ensuite la sauce montée au beurre. Pas mal. Ou crémée, comme on veut, suivant les... Très bien. Voilà. Parfait. Merci pour ces petites idées. Pas mal. Vous avez plein d'idées, à base de truffes, plutôt. Ça peut être sympa. C'est ça. Le Balata, donc, à l'Aiguillon-sur-Vie. Vous êtes un amateur de truffes, Jacques Ligourou? C'est pas forcément vu le prix, oui, je pourrais. Quand vous pouvez. Oui, c'est sûr. Donc vous avez pu sentir tout à l'heure... L'omelette aux truffes, vous avez pu sentir un peu l'odeur de ces truffes tout à l'heure pendant la pause. Elles sentent bien. C'est impressionnant. Elles sentent fort. Alors vous êtes lancé quand, Christian Véco? Alors, ça fait longtemps quand même. L'historique, ça démarre en 97, lorsqu'on avait eu un technicien de la Chambre d'agriculture, Vincent Grégoire, qui nous avait dit chez vous, ça doit pouvoir coller à faire de la production de truffes. C'est vrai que... Vous n'y avez même pas pensé? D'où est-ce qu'il sort? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Les truffes sur le Périgord, point la ligne. C'était comme tout à chacun. Et après, non, je vous assure que ça peut être joué, ça peut être jouable, et on peut essayer. Alors, on a fait des analyses de terre, on était quoi, 5 ou 6 à démarrer au départ. Et 5 ou 6 dans le Sud-Vendée? Ouais. Ah oui. On est, Alors pourquoi n'allier sur le bon trajet, quoi, j'allais dire, parce qu'il y a le sol est calcaire comme il faut. Mais les terrains sont calcaires, et tout le Sud-Vendée, toute la plaine de Luçon-Agnor, il y a une grosse bande qui est bien calcaire, qui correspond à ce genre de production. Ça, c'est la première condition, il faut que le sol soit calcaire. Avec des pH de 7,5 minimum à peu près. Bon, 7, ça peut coller, mais bon, l'idéal, c'est... Et puis surtout des terrains filtrants, qui gardent pas l'eau en surface. Parce que ça, c'est... c'est pas bon pour la truffe. La truffe, elle aime pas du tout. Ah, d'accord. Alors, et quand on se dit, je vais récolter les truffes, la première chose, parce qu'il y a le terrain, c'est bien, mais il faut les arbres. Après, il faut ça, les vous arbres. Pas au départ. Ben non, on a fait l'étude avec Grégoire. Après, on a eu le choix avec plusieurs pépinières. Bon, c'était les pépinières Robin, avec qui je travaille maintenant. Agri-Truffe, il y en a pas mal d'autres autrement. Donc vous avez planté vos arbres? Qui préparent les plants. Ils font naître des